Bonjour, alors une vidéo aujourd'hui sur un sujet un peu compliqué, pas très excitant à premier abord, mais quand même important pour nous et intéressant pour la conduite autonome. C'est le nouveau règlement qui est sorti par l'ONU et qui a été repris par différents médias, notamment Caradisiac, mais aussi LCI, où concrètement on nous dit que la conduite autonome c'est quasiment terminé, quoi. À court terme ou à moyen terme, moi je suis pas trop de cet avis, notamment pour Tesla, puisque on va revenir exactement sur ce que dit ce texte. Moi je trouve que c'est plutôt une amélioration, surtout si on considère la déclaration d'aujourd'hui d'Elon Musk qui est très confiant pour l'autonomie carrément totale des véhicules Tesla à court terme. Alors ça c'est l'info très intéressante du jour et qui conforte, alors après il faut savoir exactement ce qu'il veut dire par là, mais qui conforte un peu mon avis sur la nouvelle réglementation de l'ONU qui à mon avis va évoluer au fur du temps. Donc si on revient au texte de l'ONU lui-même. En ce sens que quand vous résumez ce texte concrètement, ça s'applique pour moi d'abord à la conduite autonome de niveau 3. On en reviendra sur cette conduite autonome de niveau 3 plus tard. Ensuite, effectivement, lorsqu'on veut conduire en conduite autonome de niveau 3, ce nouveau règlement interdit de l'utiliser sur les routes où vous avez des piétons, de cyclistes. Il faut aussi une séparation physique entre les deux sens de circulation et la vitesse est limitée à 60 km/h. Soit. Il faut aussi, ça on va revenir dessus, avoir un système de surveillance du comportement du conducteur. Donc on va revenir un peu dessus parce que ça peut être peut-être un point délicat pour Tesla. La présence d'une boîte noire et puis aussi les écrans multimédia doivent se déconnecter entre guillemets lorsqu'on reprend le contrôle du véhicule, mais ça devrait pas être un problème. Alors, qu'est-ce qu'on entend par niveau de conduite autonome? Comme vous le savez déjà, le niveau 1, on a juste quelques certaines fonctions qui sont automatisées, comme l'ABS ou l'ESP. Le niveau 2, c'est le niveau actuel de la Tesla notamment, ou d'autres voitures qui ont le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse dynamique. Mais il doit rester maître de la conduite et garder les mains sur le volant en toutes circonstances. Et le niveau 3, effectivement, dans ce cas-là, le contrôle du véhicule peut être automatisé pour certaines fonctions de conduite que dans certaines circonstances, par exemple sur l'autoroute. Donc là, on pourrait envisager concrètement sur l'autoroute le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse dynamique toujours actif sans devoir garder les mains sur le volant, quelle que soit la période pendant laquelle cette conduite autonome est activée. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour les voitures, notamment les Tesla, vous devez garder les mains sur le volant. Ensuite, vous avez le niveau 4, où là c'est la conduite autonome semi-complète. Donc le conducteur là est juste présent uniquement comme, on va dire, contrôleur, comme ils mettent dans le texte. Il peut faire vraiment autre chose pendant la conduite et il n'a pas à reprendre le contrôle du véhicule. Et puis le niveau 5, là c'est carrément conduite 100% autonome. Vous pouvez être assis derrière la voiture, dans le coffre, où est-ce que vous voulez. Il n'a pas besoin de se rendre disponible, quel que soit le type de route. Voilà, donc là on en est encore très loin. Alors pour remettre les choses en perspective, les véhicules Tesla à l'heure actuelle ne sont qu'au niveau 2, même ils sont prévus dans le futur pour être au niveau 3, mais c'est bien précisé par Tesla qu'ils ont le matériel nécessaire dans le futur pour profiter d'une conduite entièrement autonome dans presque toutes les situations. Donc c'est soit niveau 3, soit niveau 4. Mais évidemment, ça dépend de la législation de chaque pays. Mais maintenant, on sait que voilà, une cinquantaine de pays va adopter le règlement de l'ONU, notamment la Corée du Sud qui va l'appliquer dès l'année prochaine, et ce sont le Japon et l'Allemagne qui ont été instigatrices du texte en lui-même, et que ça a été aussi accepté par la France, mais ça ne veut pas dire qu'il va être appliqué prochainement ou même en 2021. Alors évidemment, pour comprendre le texte, il n'y a pas d'autre solution que d'aller se plonger dedans. Donc, pourquoi je dis que ça ne s'applique qu'à la conduite autonome de niveau 3?
Alors si on regarde déjà au niveau du chapitre 2, ce qu'ils entendent par ALKS, le système automatisé de maintien dans la voie, ils disent bien que c'est pour maintenir le véhicule dans sa voie, bon, à la vitesse de 60 km/h au plus, d'accord, en contrôlant le déplacement latéral, pendant des périodes prolongées, sans que le conducteur ait à intervenir. Alors qu'à l'heure actuelle, vous savez, au bout de 15 secondes, voire 30 secondes maximum, vous devez justifier que vos mains sont présentes sur le volant. Et si on va au niveau du chapitre 6, le 6.1.3, il est précisé que le système doit surveiller le conducteur afin de détecter s'il est disponible et s'il se trouve dans une position de conduite appropriée pour répondre à une demande de transition. Donc c'est pas précisé qu'on doit avoir les mains sur le volant. Mais on va y revenir plus tard. Donc là, je vous ai souligné cette première partie 2.1 qui précise bien que ce sont pendant des périodes prolongées que la conduite autonome est activée, le ALKS. Alors ensuite, je vais aller voir les points qui peuvent être un peu compliqués pour Tesla, même si ça reste à préciser, notamment ce 5.1.3. Lorsqu'il est activé, le système doit exercer un contrôle sur les systèmes nécessaires pour aider le conducteur à reprendre le contrôle manuel à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mains sur le volant, et il donne des exemples. Donc essuie-glace et feu, ça en automatique, je connais. Par contre, le désembouage automatique, ça, je ne sais pas si c'est obligatoire, c'est un exemple, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, que la voiture mettrait, par exemple, la clim automatiquement en marche dès qu'on met l'autopilote de niveau 3 pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vitre embuée, ce qui paraît logique. Hein. Si vous ne conduisez pas la voiture, vous n'avez pas les mains dessus, que vous n'êtes pas attentionné sur le pare-brise, et que vous devez reprendre le contrôle, évidemment, il faut pouvoir voir ce qui se passe devant vous. Après, vous avez d'autres points assez intéressants comme le contrôle du système après le démarrage du véhicule qui doit vérifier que les objets détectés sont à une distance supérieure à la portée de détection, c'est-à-dire qu'en fait la voiture ne doit pas détecter d'objets et il y a des distances dont on va parler après autour de la voiture pour que le système puisse s'activer. Concrètement, c'est-à-dire par exemple que la portée minimale du radar avant ou des capteurs avant est de 46 mètres dans le règlement de l'ONU. Donc voilà, la voiture doit faire des contrôles de l'efficacité du système, ça paraît logique, hein, de conduite autonome avant de pouvoir l'activer. Alors après, vous avez évidemment toutes les conditions quand le système est activé que la voiture doit respecter, ça doit rester dans sa voie, la voiture ne doit pas traverser des marquages de voie, etc., etc. Il dit effectivement, comme on l'a vu avant, que le système est autorisé à fonctionner que jusqu'à 60 km/h, on en reparlera, et il doit adapter la vitesse du véhicule aux conditions de l'infrastructure et de l'environnement, courbe serrée, on connaît ça avec Tesla, ou intempéries, on connaît aussi. Quand il pleut, on a une recommandation, notamment quand ça marche, de réduire sa vitesse. Alors un point intéressant aussi dans le paragraphe 5.2.3, c'est que pour des vitesses inférieures à 2 mètres par seconde, donc ça fait à peu près 8 km/h, la distance de sécurité ne doit jamais être inférieure à 2 mètres. Alors je ne sais pas si ça vaut qu'on est à l'arrêt, mais c'est intéressant de savoir voilà, que même quand on règle au minimum la distance avec la voiture, la Tesla, on doit garder une distance minimale de 2 mètres, même en dessous de 8 km/h, ce que je ne savais pas. Par contre, ce que je savais, c'est que les freins serrés s'activent ou qu'on ne peut pas mettre le système de régulateur d'autopilote si on est à moins de 1,5 mètre de la voiture qui précède. Donc là, a priori, peut-être qu'ils vont changer cette distance au cas où. Si on doit garder une distance inférieure supérieure à 2 mètres quand on est en dessous de 8 km/h. À voir. Alors après, il y a tout ce qui est manœuvre d'urgence, ça aussi c'est très intéressant. Vous savez, c'est qu'on a un freinage, une décélération qui est plus de 5 mètres par seconde au carré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que pendant la manœuvre d'évitement, le véhicule, donc équipé de systèmes de maintien dans la voie, etc., ne doit pas franchir le marquage de la voie. Le bord extérieur du pneumatique avant ne doit pas franchir le bord extérieur du marquage de la voie. Donc ça, c'est intéressant, puisque comme là, ce sont des voies limitées par on va dire, une démarcation centrale, hein. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a deux voies, notamment sur autoroute? Est-ce que c'est pas aller par exemple sur la voie de gauche ou sur la voie de droite, et considère donc les deux voies comme une seule voie, ou est-ce qu'il faut rester dans sa ligne, ce qui dans ce cas n'aurait aucun intérêt?
Et là, on voit la différence avec le système Tesla, mais en théorie, on doit garder sur les mains sur le volant, ou par exemple, je vous avais montré la vidéo où il y avait un sanglier, la voiture, elle est carrément sur une départementale, sur la voie opposée, avant de revenir sur la voie de circulation. Donc là, clairement, ce serait pas possible avec le règlement de l'ONU, hein, puisque la conduite de niveau 3, on ne pourrait pas l'activer sur des routes à double sens, sans séparation centrale. Alors ce qui est intéressant aussi, je ne vais pas faire tous les points un par un, mais à la fin d'une manœuvre d'urgence, le système doit continuer à fonctionner. Donc ça c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que la voiture doit reprendre sa ligne en fait, et garder toujours le contrôle de distance par rapport au véhicule qui précède. Donc important aussi à noter, je pense que c'est le cas pour la Model 3, mais honnêtement je n'ai jamais eu de manœuvre d'urgence. Même en termes de freinage d'urgence, entre guillemets, c'est clair que le régulateur dynamique ou l'autopilote restait actif, si je me souviens bien. Après, vous avez ce paragraphe 5.4.1, notamment qui est intéressant, qui dit que le système doit aussi savoir quand il doit rendre le contrôle au conducteur. Donc, je suis pas allé dans l'annexe 4, mais on peut penser notamment en cas de virage très très serré, ou des situations vraiment où la voiture ne peut pas gérer, eh bien, elle doit rendre le contrôle au conducteur tout en s'assurant avant qu'il était, on va dire, vigilant et donc en capacité de reprendre le contrôle de la voiture. Alors après, il parle des phases de transition, hein, lorsque le conducteur doit reprendre la main. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc le système peut réduire la vitesse du véhicule, mais ne doit pas l'arrêter sauf si la situation l'exige. Par exemple un obstacle, etc. Et quand la voiture est à l'arrêt, le véhicule peut rester dans cet état et doit émettre un signal d'activation des feux de détresse dans un délai de 5 secondes. Donc vous voyez, c'est quand même assez précis, mais je pense que Tesla le fait déjà. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'interface homme-machine parce que là, il y a pas mal de choses intéressantes. Notamment le système de détection de la disponibilité du conducteur. Donc la voiture doit pouvoir dire si le conducteur est en position de conduite, et évidemment notamment si sa ceinture de sécurité est bouclée, et s'il est disponible pour assumer la tâche de conduite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, c'est là où ça pourrait être un peu plus compliqué pour Tesla, parce que quand on regarde les critères de disponibilité du conducteur, il donne dans l'exemple le contrôle exclusif du véhicule par conducteur. Donc ça, on peut penser par exemple que on garde les mains sur le volant, mais en théorie, c'est pas le cas. En conduite de niveau 3, on peut enlever les mains. Donc il parle de clignement des yeux, fermeture des yeux, mouvement conscient de la tête ou du corps. Alors là, est-ce que la caméra intérieure de la voiture va pouvoir le faire ? J'espère que oui, puisqu'en théorie, toutes les 30 secondes, au moins 2 critères de disponibilité doivent être vérifiés et validés. Et au bout de 15 secondes, eh bien, si c'est pas le cas, vous avez déjà un avertissement. Donc là, pour moi, c'est comme un point sensible, car si Tesla, avec sa caméra intérieure, n'arrive pas à vérifier, on va dire, l'attitude du conducteur ou sa disponibilité, on risque d'avoir un problème pour avoir la conduite de niveau 3, dans les pays qui vont adopter le règlement de l'ONU. Alors évidemment, hein, les autres activités que la conduite sont désactivées une fois que la LKS n'est plus actif. Ça paraît logique. Si vous avez plus les mains sur le volant, vous n'allez pas regarder un film ou quelque chose comme ça en même temps que vous conduisez. Alors après, on vient aux conditions qui permettent que le système puisse être activé. Alors c'est assez intéressant. Vous avez évidemment, il faut que le conducteur soit sur son siège et la ceinture attachée. Disponible pour prendre le contrôle, donc là, c'est le contrôle, on va dire, des activités du conducteur. Il faut que le système autonome fonctionne. Le DSSAD, c'est le système d'enregistrement, c'est la boîte noire. Il faut aussi que l'environnement le permette. C'est-à-dire, dans notre cas, qui est le soleil qui n'aveugle pas les caméras, notamment, ou une pluie très très forte qui bouche l'angle de vue des caméras. Et puis évidemment, il faut que le véhicule se trouve pas sur une route où il peut y avoir des piétons et des cyclistes. Donc il va falloir aussi que la voiture vérifie ça. Donc concrètement, sur une voie rapide avec une séparation centrale ou sur autoroute, quoi. En théorie, sur départementale ou nationale ou en ville, la conduite de niveau 3 ne pourra pas être activée. Alors la désactivation du système, c'est aussi intéressante, hein, parce qu'il parle du freinage, évidemment, mais il parle aussi de braquer tout en tenant la commande de direction. Alors la question c'est, est-ce qu'on braque? Parce qu'à l'heure actuelle, quand vous braquez, vous neutralisez le maintien dans la voie, mais vous ne neutralisez pas le régulateur de vitesse dynamique.
Néanmoins, hein, dans le paragraphe en dessous, neutralisation du système, ils disent que une intervention sur la commande de direction neutralise la fonction de commande de déplacement latéral du système lorsqu'on dépasse un seuil raisonnable, mais ils ne parlent pas de régulateur de vitesse dynamique. Dans ce cadre-là, on est bien avec le comportement de notre voiture à l'heure actuelle. Alors là, vous voyez, on reparle de l'attention du conducteur où ça pourrait poser problème avec nos voitures, car le système doit détecter si le conducteur est attentif, le regard du conducteur principalement dirigé vers la route, le regard du conducteur est dirigé vers les rétroviseurs, où les mouvements de tête du conducteur sont principalement orientés vers la tâche de conduite. Alors là, je demande à voir, puisqu'en plus, le constructeur doit étayer par des documents la spécification qui permettent de confirmer ces critères. Alors, intéressant. On va voir comment Tesla va s'arranger de cette spécification de l'ONU. Parce qu'au moins un des critères est les mouvements de la tête. Donc, est-ce que la caméra peut suivre les yeux du conducteur? Je ne pense pas. Mais probablement que la caméra intérieure peut suivre les mouvements de la tête pour vérifier qu'elle est bien orientée vers la tâche de conduite, donc vers l'avant et pas vers l'arrière. Alors là, dans la partie technique aussi, pour la portée de détection avant, c'est ce que je vous disais au départ, la portée de détection vers l'avant, à partir du point le plus en avant de véhicule, doit être au moins 46 mètres. Donc là, on est tranquille, hein, parce qu'avec la Model 3, je crois que c'est 150 mètres, si je ne me trompe pas, donc là, il n'y a aucun problème. Et ensuite, il y a tout un paragraphe sur ce que doit enregistrer la boîte noire, hein, ce système d'enregistrement. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est l'activation du système, la désactivation du système, que ce soit par le frein, l'accélérateur, mais ça, c'est à voir avec les Tesla, le volant, les transitions du système, les manœuvres d'urgence, etc., la défaillance du véhicule, du système autopilote, conduite autonome, danger de collision. Donc, il y a beaucoup de paramètres enregistrés et en plus ces données doivent être disponibles. Hein. Alors comment elles doivent être disponibles? Tesla doit déterminer la capacité de stockage, donc ça veut dire qu'en théorie, Tesla devra enregistrer sur la carte mère ces données-là, ça ne sera pas avec un support externe, ou alors il va falloir qu'il nous le donne. Mais comme les données doivent pouvoir être récupérées même après un choc de gravité importante, j'imagine mal quand même que ça puisse être accepté d'avoir un support externe, type clé USB ou disque dur. Je pense que ça va vraiment être dans le système électronique de la voiture, probablement au niveau de la carte mère. Et je pense que le cloud ne marchera pas dans ce cadre-là. Je pense que ça doit être au niveau de la voiture, mais à vérifier. En tout cas, c'est sûr qu'il y a déjà des données qui sont stockées au niveau de la voiture quand il y a un accident, sans qu'il y ait un support externe. Donc je pense que Tesla doit être en conformité avec cette demande. Voilà, écoutez, j'espère que cette revue un peu exhaustive vous a plu. C'est un peu compliqué, mais moi, je suis pas très inquiet. Moi, je le vois déjà plus comme une étape pour la conduite autonome de niveau 3. Alors évidemment, pour l'instant, il limite. Hein. La vitesse à 60 km/h, ça peut poser question, mais c'est qu'un début. Et si le système fonctionne bien, j'ai pas vraiment d'inquiétude qu'après la vitesse soit augmentée au fur et à mesure pour le niveau 3. Après, on sait que déjà, Peugeot notamment a réduit la voilure pour la conduite autonome. Je sais même pas s'ils vont aller au niveau 3. Donc là, pour les niveaux supérieurs, c'est une autre histoire. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se dit à très bientôt sur TCA Alsace. Au revoir.